revenir aujourd'hui sur des événements qui remontent pour vous à la nuit des temps, à une époque où l'homme croyait aux forces du bien et du mal, aux sorcières et aux dieux. Alors, écoutez et imaginez. Nous sommes au début du XIVe siècle. Philippe IV règne sur la France en maître absolu, ainsi que sur l'Europe et même sur la papauté qu'il a installée de force en Avignon. Roi d'une beauté légendaire. 3 fils majeurs assurent sa descendance et sa fille Isabelle est mariée avec Édouard II, le roi d'Angleterre. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les grandes compagnies de banquiers lombards. Sous son règne, tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Sous son règne, la France était grande et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. L'infection qui ravagait son corps le jour du baptême de son fils. Quelques jours plus tard, Mao d'Artois réussissait à assassiner l'enfant grâce à un mouchoir empoisonné et à l'inhumation du petit corps de Jean Ier aux côtés du gisant de son père à Saint-Denis le 20 novembre 1316. On pouvait crier « Le roi est mort, vive le roi ». La reine Clémence décédait des suites de son infection qu'elle avait contractée après son accouchement. Et le règne de Philippe de Poitiers, sous le nom de Philippe V le Long, était commencé. Il serait sacré à Reims par Jean XXII. La fille de Mao d'Artois, Jeanne de Bourgogne, devenait reine de France et Mao d'Artois triomphait. Pièce d'échec. Après Philippe le Bel foudroyé, après Louis X le Hutin au bout de 18 mois empoisonné, Philippe V paraissait promis à un long gouvernement. Or, après 5 années seulement, Philippe V décédait avant d'avoir atteint 30 ans. Il avait pourtant toutes les qualités pour faire partie des grands rois. Mais le sort lui était aussi contraire. Pourtant, lorsqu'il était sorti un matin de janvier 1317 de la cathédrale de Reims, toute cloche sonnante dans le ciel, il possédait d'évidentes raisons de se penser triomphant et libre, de pouvoir reprendre la grande politique qu'il avait tant admirée chez son père. Sa turbulente famille s'était par obligation inclinée, les barons matés s'étaient résignés à son pouvoir, et le Parlement et la bourgeoisie l'acclamaient tout à l'enthousiasme d'avoir retrouvé un prince fort. Son épouse, Jeanne de Bourgogne, était lavée des souillures de la tour de Nesle, et sa descendance semblait assurée par ce fils qui venait de naître. Son règne l'avait recouvert d'une intangible majesté. Rien ne manquait à Philippe V le Long pour jouir du relatif bonheur des rois. Fait Alta, devant ces généreuses rivières, on ne s'abreuvait plus qu'avec effroi, attendant l'agonie, après chaque gorgée. Le Temple avait-il mis la main au poison? L'affaire gagna tout le pays. Et le roi de France mourut. Il mourut de la fièvre et du déchirant mal d'entrailles qu'il avait contracté en Poitou dans sa terre d'apanage. Il mourut d'avoir bu l'eau
de son royaume. Il mit 5 mois à s'éteindre, dans des souffrances atroces, consumé, squelettique, sans que personne, hormis son épouse, ne le pleurât. Nous étions le lendemain de l'épiphanie de l'an de grâce 1322. Philippe V avait été un roi fort sage, soucieux du bien public. Philippe V disparaissait seul, sans que personne ne le pleurât. Que le fils du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, l'inaltérable Charles de Valois. Et ce Philippe VI de Valois, qu'on allait nommer le roi trouvé, allait débuter la dynastie des Valois. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies. L'histoire, qui est un éternel recommencement, nous a toujours montré qu'à chaque déliquescence du pouvoir, il faudrait un homme puissant, intelligent, médiateur, pour reprendre en main les destinées d'un pays. Les titres et les qualités des hommes changent, mais leurs erreurs, leurs caprices et leurs ambitions restent les mêmes. La vie des hommes n'a pas plus de prix aujourd'hui pour ceux qui nous gouvernent qu'il y a 5 ou 10 ans, dès lors qu'ils peuvent assouvir leurs appétits de pouvoir et d'argent. La France, c'est une idée qui épouse l'histoire, une idée volontaire, qui à partir de l'an 1000 habite une famille régnante et qui se transmet si opportunément de père en fils que la primogéniture dans la branche aînée devient très rapidement une légitimité suffisante. Bien sûr, tous ces souverains ne furent pas des aigles, mais presque toujours à l'incapable ou à l'insuffisant succède un prince fort, ou bien un grand ministre gouverne en lieu et place d'un prince défaillant. La médiocrité de quelques rois a bien failli faire écarter dès le Moyen-Âge un système qui confiait à la nature de produire au sein d'une même famille le détenteur du pouvoir souverain. Mais les peuples sont-ils le plus souvent gagnants à la loterie des urnes qu'à celle des chromosomes? Les foules, les assemblées, les collèges restreints ne se trompent pas moins que la nature. Et la Providence, de toute manière, est un art de grandeur. Je vous remercie de votre attention.